Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors avant que cette vidéo commence, j'aimerais vous parler du cadeau de l'été. Ce cadeau, il expire dans 2 jours précisément, c'est le catalogue de formation de FLE à moins 60%. Si vous êtes intéressé, c'est le tout premier lien dans la description, profitez-en, le 24 août, ce sera plus du tout accessible. Tout de suite, la vidéo du jour sur YouTube. Comment savoir si un cours de FLE va marcher ? Bonjour à tous, c'est Jérémy, bienvenue sur la chaîne Enseigner FLE en ligne. Aujourd'hui, on va répondre à cette question qui est assez importante pour tous les profs de FLE. Peut-être que vous en faites partie et je pense que ça concerne tout le monde. On est toujours anxieux de savoir si un cours de FLE va marcher avant même d'avoir commencé à le préparer. Une fois qu'on l'a préparé, on se dit, voilà, j'espère vraiment que ça va marcher, etc. On va voir s'il n'y a pas des techniques pour savoir ce qui marche pas. Voilà, moi je vais vous donner un petit peu toutes les techniques que j'ai centralisées depuis ces 6 ans d'enseignement, d'expérience du FLE, aussi bien en présentiel qu'en ligne. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir ces petits secrets, pour savoir comment savoir si un cours de FLE va marcher ou pas. Avant que cette vidéo commence, je vous invite à activer la cloche pour si vous êtes déjà abonné à la chaîne YouTube Enseigner le FLE en ligne, ou alors à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à me laisser un like sur la vidéo si vous aimez le concept de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, parce que si vous n'activez pas la cloche, vous ne serez pas au courant des 1 vidéo par jour que je sors sur cette chaîne, pour donner des conseils, des astuces, des méthodes à tous les profs de FLE qui veulent se lancer dans l'enseignement en ligne et gagner confortablement leur vie. Comme vous pouvez le voir, vous êtes environ 11,4% à l'heure où je fais cette vidéo, vous êtes un tout petit peu plus, de l'ordre de 12%, ce qui n'est pas énorme sur les 917 abonnés actuels qui sont inscrits à cette chaîne. Donc n'hésitez pas à activer la cloche, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et voilà, pour ne pas rater mon contenu quotidien. Alors, pour savoir si un cours va marcher ou pas, il y a 7 critères importants selon moi. Alors, il y en a peut-être plus, il y en a peut-être moins. Moi, j'en ai centralisé 7. La première chose avant de commencer les critères, avant de parler un petit peu des critères, c'est qu'on ne peut jamais être sûr à 100% qu'un cours va marcher. C'est impossible. Pourquoi ça? Parce que même si vous avez déjà fait, d'accord, vous avez déjà fait une activité, vous savez pas en fait, si vous changez de public, si le public il est plus ou moins, plus ou moins enthousiaste, etc., en fonction de plein de critères, leur âge, qu'est-ce qu'ils aiment, leur préférence d'apprentissage, etc., c'est impossible de savoir à l'avance qui va marcher ou pas, d'accord? Donc on ne peut jamais être complètement sûr qu'un truc va marcher, même si ce truc est super bien préparé, il fait l'unanimité, etc. Il y a toujours ce risque de se dire que quelque chose ne va pas marcher. C'est normal en tant que prof, d'accord? Il faut l'accepter. Alors qu'il faut vraiment sortir du perfectionnisme quand on est prof. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'avais fait un podcast là-dessus, c'est-à-dire les 5 astuces pour vaincre le perfectionnisme. Je crois que je l'avais appelé comme ça. N'hésitez pas, la petite fiche est en haut à droite de l'écran si vous voulez voir ce podcast, d'accord? Alors, par contre, c'est vrai que si on a déjà fait, alors ça c'est le premier critère, si on a déjà fait le cours auparavant, qu'on a déjà testé l'activité, et qu'on a vu que ça a marché chez 1, 2, 3, 4 classes, il y a beaucoup plus de, ou un élève, de 1, 2, 3, 4 élèves, il y a beaucoup plus de chances que ça marche la 5e fois, d'accord? C'est normal, si ça a déjà marché auparavant, ça multiplie les chances que ça marche à nouveau. Mais ça ne veut pas dire qu'avec cette classe, avec ce type d'élèves, ça va forcément marcher une 5e fois. Alors moi, j'avais déjà fait des activités qui avaient marché avec toutes les classes. Un jour, je me suis retrouvé avec une classe turbulente. Et je me suis dit, bon, bah là, ça risque de leur plaire, parce que ça a plu avec toutes mes classes et tous mes élèves précédents. Eh bien non, avec ces classes-là, ça n'avait pas marché. Donc, on n'est jamais à l'abri que quelque chose ne marche pas. Il faut vraiment l'accepter en tant que prof, c'est comme ça, d'accord ? Autre chose, alors si vous l'avez jamais testé auparavant et vous avez envie de lancer dans une activité, vous l'avez jamais testé auparavant, c'est vrai que si vous avez des collègues qui l'ont déjà testé, qui vous disent, oui, cette activité est super, tu devrais la faire, parce que je pense que ça va faire l'unanimité, ça va plaire aux élèves. Ça multiplie les chances que ça marche, mais ça veut rien dire. Pourquoi? Parce que le prof, en fait, qui a fait cette activité a une personnalité différente de la vôtre. Donc vous, peut-être que, je sais pas moi, le prof, il fait un jeu qui marche très bien, par exemple le loup-garou. Le prof, lui, il est super fort pour faire le loup-garou, il est très bon animateur, il met l'ambiance, il arrive vraiment à mettre le suspense, les élèves, ils sont à fond. Et vous êtes très introverti, vous n'êtes pas du tout un animateur né, et c'est très dur pour vous d'aussi bien animer le loup-garou que ce prof-là. Bah, ça, il se peut que le loup-garou, ça marche pas aussi bien avec vous qu'avec le prof, d'accord? Donc ça veut rien dire. Par contre, c'est vrai que si ça a marché avec le prof, c'est-à-dire que l'activité en elle-même est intéressante, il y a un point de vue pédagogique ou ludique qui est intéressant, donc il y a des chances que ça marche également un peu plus avec vous, mais ça, encore une fois, ça veut rien dire. Mais c'est un critère quand même qui peut être pris en compte
D'accord? Et les profs sont assez forts pour vous donner des bonnes idées en général. Moi, je me rappelle quand j'avais des collègues, souvent ils avaient une idée, peut-être même à la dernière minute. Moi je dis tiens, t'as raison, je vais peut-être faire ça, etc. Alors faut pas en abuser. Il y a des profs qui ne se creusent jamais la tête en fait de leur côté, et qui vont constamment piquer les idées des autres profs. Ça c'est pas non plus une bonne idée. Moi j'ai connu des collègues qui faisaient ça tout le temps. C'est-à-dire qu'ils arrivaient, ils avaient aucune idée, les mains dans les poches. Qu'est-ce que tu fais toi, une chanson? Ok, bah écoute, je te la prends, je te prends le titre, je te prends les paroles. Hop, t'as mis les trous dans la chanson. Ok, c'est bon, moi je te pique ça si tu veux bien. Alors bon, déjà ce genre de pique assiette pas terrible hein, entre nous, mais voilà, ce genre de prof c'est pas parce qu'il pique à droite à gauche qu'il fera les meilleurs cours du monde. Au contraire, c'est vraiment voilà, c'est pour ça que moi je vous invite à devenir prof de FLE en ligne indépendant, parce que vous chercherez à atteindre l'excellence. Vous ne serez pas en mode bon, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Ok, je vais piquer l'idée du voisin. Encore une fois, voilà. Je pourrais faire un épisode là-dessus sur coup de gueule, les profs de FLE qui piquent les idées aux autres. Ça, franchement, on peut en faire beaucoup des coups de gueule dans le milieu du FLE. Enfin bref, j'ai déjà fait 2 coups de gueule sur la chaîne également. Je vous invite à aller les regarder. Je vais mettre les liens dans la description. D'accord? Troisième critère pour savoir si un cours va marcher ou pas, les goûts et les besoins. Ça, c'est un critère qui est super important, qui est peut-être le plus important de tous. Parce que si vous faites un cours qui n'est pas adapté au goût et aux besoins des élèves ou de l'élève que vous avez, ça risque de ne pas marcher. D'accord? Si par exemple vous êtes passionné de football, vous faites un cours sur le football parce que vous aimez ça, mais que les élèves ils s'en fichent complètement, vous avez voilà, des élèves qui sont pas du tout, voilà, ils n'ont jamais fait de foot de leur vie, ils regardent jamais les matchs de foot, ils s'en foutent complètement, bah forcément vous allez bider, les élèves n'auront rien à dire. Moi je me rappelle, j'avais testé un cours par exemple, je suis assez passionné de sport électronique, de jeux vidéo compétitifs, professionnels, et ça m'est déjà arrivé un jour de faire un cours là-dessus, et en fait ça n'a pas fait un bid complet, mais c'est vrai qu'il y avait certains élèves qui étaient à fond, qui aimaient le sujet, et certains élèves qui avaient rien à dire, qui aimaient pas ça du tout. Donc c'était pas la meilleure idée, parce que du coup, j'ai toujours les mêmes élèves qui participaient, et les autres, ils étaient là, on regardait leur montre, c'est quand que le cours finit, quoi. Donc, on va faire vraiment attention, et il faut vraiment, quand vous avez plusieurs élèves, il faut vraiment faire un cours qui est adapté au goût de la classe en général. C'est un sujet vraiment que tout le monde va aimer. Par exemple, la gastronomie, vous êtes sûr que, normalement, il n'y a personne qui va ne pas aimer parler de bouffe. C'est vraiment un des sujets qui marche le mieux en classe, d'accord ? Les besoins, c'est la même chose, parce que si vous êtes dans une entreprise fausse, par exemple, où leur but c'est d'apprendre le français professionnel et que vous faites un cours sur le football, vous dites mais qu'est-ce que c'est un foot là, quoi? Encore une fois, ça n'a aucun intérêt, d'accord? Quatrième critère, il faut que vous, en tant que personne, vous soyez suffisamment imprégné par le cours. C'est-à-dire que le cours, s'il ne vous plaît pas à vous, il ne va pas plaire aux élèves en général, d'accord? Même si vous faites le meilleur cours, le plus intéressant du monde, si vous, il ne vous parle pas à vous, vous n'allez pas y mettre l'énergie, en fait, et l'envie de présenter le cours aux élèves, et donc ça sera beaucoup moins intéressant en fait pour les élèves, tout simplement, d'accord? Donc très important que vous, le cours il vous plaise à vous, parce que ça va vous donner cet entrain, cet élan de motivation, et cette énergie en fait, et ça va se ressentir en classe. Les élèves ils vont voir que vous êtes à fond dans votre truc. Alors bien évidemment des fois vous êtes à fond, moi je reprends l'exemple de mon sport électronique, moi je suis à fond parce que j'aime ça, mais encore une fois, si je suis à fond et que les élèves s'en foutent complètement, ça ne risque de pas marcher. Mais quand même, si le cours vous plaît à vous, il y a beaucoup plus de chances que vous émettiez l'énergie et que vous arriviez peut-être quelque part à intéresser les élèves. Ou en tout cas, si le sujet n'est pas directement lié à un thème que les élèves vont aimer, il est peut-être décousu, d'accord? Parce que moi, j'avais déjà parlé, je crois, de psychologie, ou de musique par exemple, et dans la musique j'avais pu faire un parallèle avec la psychologie, et il faut croire que les élèves, ce qui les intéressait le plus, c'était la psychologie, et donc j'ai pu faire ce parallèle entre musique et psychologie. Donc à vous de voir, d'accord, à vous de tisser des liens comme ça, thématiques, parce que vous pouvez mettre plusieurs thématiques et tisser des liens entre plusieurs thématiques pour plaire aux élèves. Il faut être assez habile, c'est pas forcément facile à faire, mais en tout cas, ce qui est important aussi, c'est que le cours vous plaise, parce que si vous faites le cours à contre-cœur, ça va se ressentir, et même si vous faites un sujet qui sur le papier est intéressant, si par exemple vous parlez de biodiversité et que vous n'êtes pas du tout biodiversité et que ça ennuie les élèves, ça va ennuyer les élèves, même s'il y a beaucoup d'élèves qui potentiellement sont intéressés par la biodiversité, d'accord ? Cinquième critère, il faut que ça soit adapté au niveau. Ça c'est très important, pareil. Si vous faites un cours niveau C1 à des élèves qui sont B1, les élèves vont rien comprendre, ça va pas marcher, d'accord? Même si sur le papier vous dites ah ce cours est génial, j'ai trop envie de le faire. Par exemple, il y a des profs qui veulent parler de Kaamelott en classe de FLE. Kaamelott, c'est une série qui est super populaire, que moi j'adore, d'accord? Et si vous n'avez pas des apprenants qui sont au moins C1, C2, n'allez pas faire Kaamelott avec des élèves d'un niveau B1, parce qu'ils vont rien comprendre, d'accord?
Et ben voilà, tout simplement. Il faut être adapté au niveau de la classe et au niveau de l'élève si vous faites un cours individuel. N'essayez pas de faire des cours, même si vous dites ça c'est trop envie de le faire. Alors là, vraiment, j'ai trop envie de le faire aujourd'hui. Bah non, le faites pas, parce que si c'est pas adapté au niveau, il vaut mieux trouver un truc qui est un petit peu moins sympa à faire peut-être, mais qui est beaucoup plus dans le niveau. Ou alors, ce que vous avez, le simplifier au maximum, mais ça va demander 10 fois plus de temps de préparation. Moi souvent j'étais un peu dans ce problème-là, c'est-à-dire que je voulais absolument faire un truc, et je me dis, c'est trop difficile, donc je sais pas, moi je vais rajouter les sous-titres, les machins, les trucs, je vais mettre des illustrations de partout. Et au final, ça me prenait 2-3 heures de plus à préparer, et au final, j'étais même pas sûr que ça allait plaire. Donc moi, je vous déconseille de faire ça. Vraiment, faites au plus simple, d'accord? Ne passez pas 4 heures, 5 heures à préparer comme je le faisais avant. Faites au plus simple, et testez-le sur le terrain, et une fois que vous êtes sûr que ça marche, bah c'est bien, après vous pourrez le refaire, le recycler plus tard, un jour le refaire, etc. D'accord? Donc faire attention à pas faire des trucs trop complexes, et pas non plus y passer 4 heures, 5 heures à préparer pour faire quelque chose de ça. Moi je me rappelle pour les enfants, j'avais fait cette erreur-là. J'avais une activité d'Halloween, c'était un clip d'un jeu vidéo que je connaissais il y a longtemps, et puis je l'avais mis le clip pour illustrer la chanson, parce que la chanson en elle-même, je voulais qu'il y ait les paroles et je voulais qu'il y ait le clip, donc j'avais repris un vieux clip qui passait très bien avec la chanson, mais du coup j'ai dû synchroniser, j'ai dû mettre les paroles moi-même, enfin ça m'a pris des plombes et des plombes, ça avait marché. Alors ouais, des fois, c'est vrai que j'ai des idées comme ça qui sont pas mauvaises, ça avait marché, mais ça m'a pris tellement de temps de préparation, et surtout ça vaut pas le coup, parce que en plus c'est un truc d'Halloween, c'est pas un truc que j'allais refaire chaque semaine, parce que si vous passez plein d'heures à préparer, 4 heures à préparer un truc, mais vous en servez des fois et des fois et des fois après, ok ça vaut le coup, mais si vous faites un truc que vous avez préparé, et c'est seulement pour Halloween ou Noël, vous allez en servir une fois par an, bah ça sert à rien, d'accord? Donc j'aurais dû me dire ça avant de le faire, et des fois, voilà, l'envie de faire des trucs originaux passe avant le fait de se dire est-ce que ça vaut réellement le coup. Donc faire attention à ça, d'accord? Voilà, adapté au niveau, adapté au public. 6e point, évidemment, si vous faites par exemple des jeux, alors des fois en classe de FLE, dans un institut privé ou j'en sais rien, les jeux ça passe très bien dans une classe de FLE, d'accord? Mais si vous faites ça avec un public qui est pas du tout intéressé ou qui s'en fout, parce que si vous faites un cours de FOSS par exemple en entreprise, qu'est-ce qu'ils s'en foutent de faire des jeux? Enfin, peut-être pas, hein, peut-être ça peut détendre l'atmosphère 20 minutes avant la fin du cours, hein, c'est bienvenu. Mais si vous faites un jeu pendant 1 heure et que ça n'a aucun rapport avec les objectifs pragmatiques que les employés de l'entreprise veulent atteindre, là vous avez fait un gros bid. Donc encore une fois, il faut que ça soit adapté au niveau et au public. D'accord? 7e point, ça c'est un des plus importants aussi, le 7e point, c'est qu'il faut se roder au fur et à mesure. Alors parce que si vous avez une super idée d'activité, peut-être que ça va plus ou moins bien marcher. Vous allez vous dire, bon bah en fait l'activité c'était moyen, mais ça ne veut pas dire que l'activité est moyen, peut-être c'est une activité complètement géniale, mais peut-être que juste en tant que prof c'est la première fois que vous faites l'activité, et que pour vraiment arriver à bien la présenter, à mettre l'énergie et à faire en sorte que les élèves vont aimer, peut-être qu'il va falloir 2, 3, 4, 5 séances avant de le faire vraiment très très bien, avant de l'expliquer parfaitement, avant d'y mettre l'énergie, avant de, je sais pas, plein de choses, plein de critères en fait qui sont importants. Mais voilà, c'est l'expérience aussi et le fait de le répéter qui fait que vous allez vraiment très bien le présenter. Alors voilà, le fait de le répéter aussi, ça fait que c'est de moins en moins fun quelque part, mais ça fait que vous êtes de plus en plus rodé et que ça sera de plus en plus intéressant pour vos élèves. Alors je donnais beaucoup les exemples des jeux en fait précédemment, mais je vais donner encore une fois, pour être plus précis, 3 exemples de jeux qui chez moi ont toujours marché. Alors encore une fois, tout dépend de plusieurs critères. Alors je vais vous donner le critère suivant. On est dans un institut de FLE, d'accord, et on donne des cours de FLE dedans. Le public, ce sont des adultes, d'accord. Ce sont des cours en groupe et pas des cours individuels, et j'ai choisi de faire des jeux. Alors les jeux, déjà ça passe super bien dans les cours en groupe avec des adultes et dans des instituts de FLE. Ça marche très très bien, d'accord. Si j'avais un autre public, par exemple, si c'était pas un institut de FLE, si c'était une entreprise, pour du FOSS, par exemple, ça marcherait beaucoup moins bien. Mais le fait que ça soit un institut de FLE, normalement les jeux ça passe bien. Si j'avais, alors j'ai des adultes, mais si j'avais des ados ou des enfants, ça marcherait très bien également. Et les cours en groupe, évidemment, bah, je peux faire évidemment des loups-garous. Parce que si je fais des loups-garous quand j'ai que 2-3 élèves, c'est impossible, d'accord, ça serait nul à chier, enfin même, on peut même pas le faire le jeu de toute façon. Donc il faut quand même avoir suffisamment d'élèves pour faire des jeux, d'accord. Pour moi, ces 3 jeux-là ont super bien marché en groupe. D'ailleurs, Dixit, j'ai pas marqué, c'est pas vraiment Dixit, c'est le Pictionary Dixit. Enfin bref, ces 3 jeux, j'en ai parlé dans une vidéo. Je mets le lien également en petite fiche en haut à droite de l'écran. Ce jeu s'appelait le top 5 des jeux à faire en classe de FLE. Ouais, je crois que c'était le top 5.
il me semble. Ou le top 7, je sais plus, mais je crois que c'était le top 5, d'accord? Je vais vous donner, en fait, je vous invite vraiment à regarder cette vidéo sur les top jeux à faire en classe de FLE. Ces jeux-là ont toujours extrêmement bien marché pour moi, en cours, en groupe, d'accord? Ça a toujours très bien marché. Par contre, j'ai déjà eu des profs, aussi bien dans la vraie vie que sur Twitter, qui me disaient, par exemple, le loup-garou, ça ne marchait pas pour eux en cours en groupe. Alors moi, c'est étonnant, parce qu'à chaque fois que j'ai fait loup-garou, ça a super bien marché. Après, peut-être que moi, j'aime bien, encore une fois, je vous le disais en début de vidéo, être un animateur, mettre un peu l'ambiance, mettre du suspense, mettre un petit peu de musique, je sais pas. Je le fais à ma façon, et la façon dont je le fais, ça, les élèves se prêtent toujours au jeu, et ça fait que c'est toujours très fun à faire avec les élèves. Encore une fois, il y a peut-être des profs qui n'arrivent pas à le présenter. Je suis pas en train de dire que je suis le meilleur animateur au monde, encore une fois, hein. Mais tout dépend, voilà, de votre motivation à le faire. Si vous êtes un prof et de base, ça vous motive pas plus que ça de faire des jeux et de faire du loup-garou, vous n'avez pas ce mode jeu qui est en vous, en fait. C'est pas trop votre truc de faire des jeux, bah le faites pas, d'accord? Ça va pas marcher si vous le faites. Donc encore une fois, tout dépend de votre personnalité. Si vous n'êtes pas trop jeu, etc., vous forcez pas à faire un jeu, même si un autre prof vous dit c'est génial, tu devrais le faire. Si vous l'essayez, vous allez dire bah non, en fait, ça marche pas chez moi. Bah ouais, parce que c'est dans votre personnalité, dans votre façon de vouloir faire les choses, c'est pas un truc qui vous parle, tout simplement. D'accord? Voilà, alors si je devais résumer en 3 points ce que j'ai dit, ce qui est important en fait quand vous faites des cours pour que ça marche ou pas, il faut qu'il y ait un équilibre, tout est une question d'équilibre entre la prise de risque et faire quelque chose que vous connaissez déjà, d'accord? Si vous prenez tout le temps des risques et faites toujours des choses nouvelles, eh bien vous n'allez pas construire quelque chose de solide chez les élèves, ils vont dire mais en fait je comprends pas parce que tout est décousu, on ne construit pas d'un cours à l'autre. Le cours précédent on a vu comment dire les nombres, je m'attendais au cours suivant à voir comment on dit les numéros de téléphone, et là on est passé des nombres aux couleurs. Quelque chose qui n'a rien à voir, d'accord? Donc c'est bien de construire d'un cours à l'autre pour qu'il y ait une cohérence. Donc il faut toujours aussi quand même construire par rapport à ce que vous avez déjà fait et par rapport à là où vous êtes à l'aise. Mais si vous êtes toujours en train de dire ok je vais faire ça tout le temps pareil, vous allez vous démotiver à faire toujours pareil et les élèves aussi. Donc c'est quand même bien de prendre des risques, des fois d'essayer de tenter des nouvelles activités, des choses que les autres profs vous ont recommandé, etc. Je pense que c'est assez ennuyeux en fait de toujours faire la même chose et ça casse en fait ce côté passion qu'on peut avoir du prof de FLE, de jamais prendre de risques et jamais tenter de nouvelles activités. D'accord? Toujours intéressant de tenter de nouvelles activités. Par contre, ne soyez pas en mode voilà, je vais tout le temps tenter de nouvelles choses et jamais faire ce sur quoi je suis toujours à l'aise et faire construire les connaissances à l'élève, d'accord? Les connaissances lexicales et grammaticales. Donc, il faut quand même partir dans quelque chose de connu, mais quand même ne pas hésiter à faire quelque chose de nouveau aussi, et à parfois écouter les profs, etc. Donc voilà, il faut vraiment être dans l'équilibre à ce niveau-là, je pense, pour faire de super cours de FLE. Deuxième point, il faut bien se connaître en tant que prof, je vous l'ai déjà dit, hein, si par exemple les jeux, vous n'aimez pas trop ça, ne vous forcez pas à faire des jeux, d'accord? Ça va se voir, les élèves n'ont pas aimé ça, et vous aussi, par la même occasion. Donc il faut bien se connaître en tant que prof, il faut bien connaître les élèves également, d'accord? C'est ce que j'ai mis en 3e point. Il faut être assez observateur pour voir en fait quelle est la personnalité des élèves, quel type de choses ils aiment bien, et comme ça, vous allez essayer de tenter des choses, voir si ça marche, et si ça marche, vous allez le refaire, mais encore une fois, il n'y aura jamais la garantie que ça marchera à tous les coups. Mais j'espère dans cette vidéo que je vous ai donné suffisamment d'éléments pour y voir plus clair sur qu'est-ce qui peut marcher en classe de FLE, ou pas, tout simplement. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, Enseigner le FLE en ligne pour ne pas rater le contenu quotidien que je poste à travers des tutoriels, des ressources, des podcasts, etc. etc. Aussi bien, voilà, tous les jours c'est une vidéo sur la chaîne, donc profitez-en, activez la cloche, likez et partagez cette vidéo si elle vous a plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Jérémy, ciao, bye bye.